préfère faire un truc et me dire en fait c'était à chier, plutôt que pas faire un truc et me demander pendant les 10 ans qui vont suivre ah putain si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé. J'essaye de plus avoir aucun postulat de départ sur les offres, parce que des fois je me dis que je suis un génie et ça fait 0, et des fois je me dis que c'est de la merde, ça fait un carton. On teste toujours de la même façon nous, on crée la promesse et le pitch marketing, le déroulé de l'offre pour qui sait, qu'est-ce qu'il y aura dedans, etc. On la construit pas, hein. On crée juste la présentation en fait, et on lance. On lance sur 1, 2, 3, 5, 7 jours. S'il y a des gens qui le veulent, on le fait. S'il n'y a personne qui le veut, on le fait pas. Bien sûr, on prévient toujours que c'est pas constitué, que c'est une pré-sale. Hein. On vend pas un truc aux gens et ensuite, une fois qu'ils ont payé, on leur dit « Ah, au fait, c'est dans un mois, tu vois, jamais. » Mais on teste avec rien, sans construire, en fait. Parce que plein de fois, je me suis dit « Ah, là, je suis un génie, je suis riche, ça y est. » Et ça a fait, mais 0 pointé, quoi. Genre, catastrophe. Même pas un MP pour savoir de quoi il s'agissait. Et des fois, vraiment, il y a des trucs où j'y croyais pas. Et j'ai mon équipe... Franchement, je pense que ça va pas marcher du tout, mais si vous voulez le faire, faites-le. Genre, allez jouer, quoi. Moi, je veux pas me mêler de vos conneries. Et en fait, ils reviennent, ils ont fait un carton. Et c'est moi qui avais tort de A à Z. Sur les offres, sur le contenu, sur les angles, sur le marketing, sur la vente, sur plein de choses comme ça, j'essaie de plus avoir de postulat de départ. C'est vraiment... j'essaie d'avoir une approche de je sais que je ne sais rien, je teste et je regarde ce qui se passe. On a un de nos programmes en interne qui s'appelle Ease, qui est de la transformation de mindset et de relation à l'argent. On l'a délivré à nos clients et ça a vraiment changé profondément leur croyance et genre leurs résultats. Il y a des gens vraiment, ils étaient bloqués à 0 et d'un coup ils nous font des 20-30 000, enfin un truc, ça n'a pas de sens, c'est une anomalie statistique, ça les a débloqués de ouf. Derrière on a essayé de le vendre avec un premier angle, c'était de transformer votre relation à l'argent, flop. Personne n'en a voulu, ce truc-là. Et derrière, on l'a remarketé jusqu'à ce que ça se vende. Et aujourd'hui, ça marche mieux, mais ça reste pas notre offre best-seller. On la laisse en vente parce que moi, je sais ce qu'il y a dedans. Et c'est l'offre que je trouve la plus transformationnelle dans nos petits produits, entre guillemets, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est à 1 000 €. Donc je la laisse, je veux pas la lâcher. Il y a trop de valeur dans ce truc-là. Et si pas grand monde veut l'acheter, bah tant pis, c'est pas grave. J'ai un truc de grande valeur que personne voit. J'ai pas encore réussi à trouver le bon angle et je vais continuer à en tester, je pense. Donc ça, c'est des trucs comme ça. À côté de ça, vendre 100% par écrit, qu'on a fait aussi, carton du premier jour. Et en fait, au tout début, l'offre n'était pas assez bonne pour le carton qu'elle a fait. Donc on a dû la retourner, l'améliorer, la faire progresser et tout, parce que je m'attendais à faire quelques ventes et on en a fait plus d'une centaine, je crois. C'est un carton ce truc-là. Pareil, et pourtant, elle a 1 000 € actuellement, si je dis pas de bêtises. Donc on teste des trucs et on regarde ce qui se passe. Et j'essaie de pas... Ma philosophie de marketing, de vente, de contenu, de tout ça, c'est tester. Je lance un truc dans la nature et je regarde ce qui se passe. Je suis un enfant qui joue et qui teste des trucs. Et à force d'en tester, j'ai des idées plus précises de ce qui marche pas. Mais au début, et surtout pour ce qui est nouveau, j'ai aucune idée de ce qui marche. Oui. Moi, j'ai vu, par exemple, que tous les sujets sur la paternité plaisent à mon audience. Donc je vais faire plus de trucs sur la paternité. Et j'en ai certains qui font un carton et j'en ai qui marchent moins. Mais globalement, c'est un terme qui marche pas trop mal chez moi. Quand je parle d'argent, ça marche pas trop mal en termes de contenu. Quand je parle de copywriting, même si j'en parle plus trop, ça marche plutôt bien. Quand je parle un peu trop de moi, les gens s'en foutent. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, tu commences à développer des grandes idées, tu vois, mais au début, tu sais jamais trop ce qui va se passer. C'est les offres, la vente, le contenu, le marketing, les pubs. Le début, c'est toujours pareil, c'est tu lances des spaghettis au mur pour regarder où ça colle. Là où ça colle, t'en fais plus. On a tous fait ça au moins une fois, passer 1 mois, 3 mois, 6 mois sur un truc, et en fait personne n'en veut. On l'a tous fait, mais parce que c'est rassurant de commencer à vendre quelque chose seulement quand tu l'as déjà produit. C'est ultra rassurant. Parce que tu sais exactement comment tu vas le délivrer, etc. Moi, quand j'ai lancé l'Académie des Génies la toute première fois, donc l'ancêtre du programme Fast and Slow qu'on a maintenant, la V1 si tu préfères, je l'ai lancé avec un post Facebook qui servait de plan, et il n'y avait même pas un module d'intro. 27 personnes. Sur une offre à étiquette de 3 mois à l'époque. Ah, j'ai dû délivrer très vite. Et c'était pas parfait. Mais bon, les gens le savaient, hein. J'avais prévenu, il n'y a rien qui est fait quand vous achetez. D'ailleurs, il y a 2-3 personnes qui ont fait machine arrière tout de suite parce qu'ils ont dit non, c'est trop le bordel pour moi, quoi. J'ai besoin de plus de cadres que ça. C'était ok, à l'époque, je me suis pas pris la tête avec ça. Et aujourd'hui, on a des offres qui sont très bien construites, mais même quand on en lance des nouvelles, même des très chères, maintenant je vends, je construis après. C'est pas trop stressant ça? À force, t'apprends à le faire. Tu sais ce que tu veux délivrer avant, donc même si tu l'as pas construit, vu que tu sais ce que tu veux délivrer, ça va. Et en fait, tu dis aux gens. Tu dis, c'est une prévente. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix, il est 25-50% moins cher que ce que je compte le vendre plus tard. Tu vois. Et tu es transparent. Alors, si tu résous un problème très précis en tant que débutant, tu peux prévendre une offre, c'est pas du tout un problème. Moi, même aujourd'hui, avec le niveau de relation que j'ai avec mon audience, le niveau d'expertise et de notoriété que j'ai sur le marché, etc., si je lance une offre mal présentée, il n'y a personne qui me donne de l'argent pour mes beaux yeux parce que je m'appelle Jérémy et qu'on me fait confiance. Hein. Encore aujourd'hui, il n'y a personne qui me file de l'argent
pour rien. Et quand j'essaye de faire des trucs un peu comme ça, parce que j'en ai marre des formations à 6670 € sur la loi de l'attraction et que moi aussi j'ai envie d'en faire, je fais un flop si je fais ça. Encore aujourd'hui. Même avec mon niveau de notoriété sur le marché. Donc vraiment, moi les gens qui viennent me voir, ils viennent pour un truc précis, bien packagé, bien pensé, avec de l'accompagnement. Quand je fais des petits produits à 9 €, mon audience elle en veut pas. Nos formations très chères sont souvent des best-sellers. Les gens chez moi, ils viennent chercher un truc très précis, ils viennent chercher du Jérémy, du Coleman Publishing, du Fast and Slow. Donc c'est des gros programmes d'accompagnement, bien pensés, avec du coaching dedans. Et chez nous, ça se vend quasiment toujours très bien, ce genre de truc. Dès qu'on en sort, notre audience ne veut pas acheter ça chez nous. Si t'es débutant, je dirais, trouve le truc précis que les gens viennent chercher chez toi potentiellement, tu vois, et vends ça, quoi. Ma seule limite, c'est je leur mens pas. S'ils me disent je veux A et que si je leur dis voici A, c'est un mensonge, je le vends pas. Mais s'ils me disent mon but c'est B, par contre je veux le faire avec A, ouais, t'inquiète, allez viens. Après moi je vais tordre la réalité pour répondre à ce que je leur ai vendu, tu vois. C'est à moi en tant que professionnel de tordre la réalité pour leur délivrer le résultat de la façon la plus adéquate possible avec ce qu'ils veulent. C'est à partir du moment où tu fais ça, ça marche en fait. Et moi, ma limite, c'est je leur vends toujours ce qu'ils veulent. Je leur dis pas que ce qu'ils veulent est bien ou pas bien, c'est pas à moi de le dire. Par contre, je me démerde ensuite derrière pour leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. Okay. C'est pas simple hein, comme pirouette. Hein. Parce qu'entre guillemets, c'est fais la promesse marketing qui les fait acheter et derrière, démerde-toi pour assurer en termes de livraison. C'est pas évident. Hein. Et c'est pour ça que tu trouves ensuite ton équilibre de un peu promesse, mais pas trop. Parce que sinon tu n'es pas capable de délivrer. Et donc au fur et à mesure, tu vas sous-promettre et over-délivrer. Mais au début, la plupart des gens, ils vont sur-promettre et sous-délivrer. Hein. Et en faisant des conneries, tu apprends. Et tu progresses petit à petit. Sur du petit produit, tu as un point d'équilibre que tu n'as pas sur du gros produit. Parce que tu n'as pas le même volume pour déterminer ce genre de point d'équilibre. Tu vois. Il faudrait que ton offre, elle ait été achetée ou exposée à des milliers et des milliers de personnes. À moins d'avoir un business à 10 millions, tu peux pas avoir ce genre de data sur du high ticket. Pour moi, le bon pricing, il faut le tester. Tu le testes 5 par 5 par 5 par 5, tu as 5 propositions à chaque fois. Si tu vends de la prestation, si tu vends du coaching, si tu vends de la thérapie, si tu vends du consulting, etc., le bon prix pour moi, c'est assez cher pour que ça fasse un peu chier et que la personne soit engagée, mais pas trop pour qu'elle joue pas sa vie avec toi. Ça pour moi c'est le bon point d'équilibre quand tu es sur des relations longue durée avec les gens. Si tu fais plutôt des one-shots, tu cherches le prix no-brainer où la personne elle te fait un virement sans poser de questions. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris des formations pour mes équipes avec quelqu'un qui est une ancienne personne des renseignements, qui est au Canada, etc. Des trucs assez cool qui sont 10% divertissants, 90% ils vont pouvoir progresser de ouf avec. Il me demandait pareil un avis sur son prix et je lui disais si tu vises des gens comme moi, tu es au prix parfait. Parce que tu es à un prix où je peux te faire le virement sans me poser de questions. Si tu vises des débutants, tu es trop cher. Si tu vises des grandes entreprises, tu n'es pas assez cher pour être pris au sérieux. Le prix, surtout sur des prix entre guillemets dits high ticket, dépend avant tout de à qui tu t'adresses. Les grandes entreprises, les grands groupes ont des grilles tarifaires. Quand tu es en dessous, ils payent, ils te prennent pour un pignouf. Quand tu es au-dessus, ils ne payent pas. Et quand tu es au bon prix, ils achètent. Des PME, parce qu'en fait des gars comme moi on est des PME en fait, hein. Tu as des prix no-brainer ou des prix qui font mal, donc la personne est engagée. Si tu vises le grand public, il faut que ce soit de l'achat impulsif presque. Est-ce que du coup c'est sain de toujours monter le prix ? Il y a un plafond. Il y a un plafond à un moment au-delà duquel ton prix n'a plus aucun sens. Par exemple, nous, le programme Bronze de Fast and Slow, qui s'adresse à des personnes qui font moins de 15K par mois et qui veulent développer juste une activité organique. Moi, j'ai toujours dit, et ça je le clame depuis toujours, on augmente nos prix tous les 3 à 6 mois parce qu'on améliore le programme tout le temps. Par contre, je peux déjà prendre un engagement public que ce programme ne sera jamais à plus de 10 000 € parce que pour la cible et où elle en est, ça n'a plus aucun sens en fait. Et vendre à 15, 20, 50 000 un programme à des débutants, je trouve que ça n'a aucun sens, je trouve ça débile moi. J'ai pas de souci avec ceux qui le font. Moi, perso, je trouve ça complètement débile. Et donc j'ai dit, même si je monte mon programme petit à petit et qu'il va finir par tendre vers ça, ça ira jamais au-delà. Parce que je trouve qu'au-delà, c'est déraisonnable par rapport à la cible et où elle en est. Et je pense que dans tous les domaines, il y a des prix planchers. Et si tu veux passer ce prix plancher, il faut changer de cible alors. Ou changer ton système de livraison, ou changer d'offre. Mais il y a un moment, une offre sur une cible délivrée d'une certaine façon, à un moment, elle a un prix plafond et un prix plancher. C'est-à-dire que si elle est en dessous d'un truc, ça n'a pas de sens. Si elle est au-dessus, ça n'a plus de sens. Régulièrement, on se dit, ok, là on vend ce truc-là 1000 €, si on voulait le vendre 3000, qu'est-ce qui devrait changer? Qu'est-ce qui devrait être vrai? Comment ça devrait être livré? Est-ce que la cible serait la même? Et on fait des exercices de pensée comme ça pour challenger nos propres prix, enfin, pour voir si on est trop cher, pas assez cher, au bon prix, etc. C'est exposer des vrais humains à l'offre, avec les modifications que tu viens de faire, et regarder si le prix y passe ou pas. Jamais faire de prix à la tête du client, surtout en France, c'est interdit. Mais par contre, si tu dis vraiment, genre tu ancres sur papier,
Là, les 10 prochains appels, je propose ce prix, les 10 suivants, je propose le prix au-dessus. Je crois que ça, tu as le droit. Tu n'as pas le droit, en fait, dans un même temps, d'avoir un prix aléatoire. Par exemple, tu n'as pas le droit de split-tester ton prix, de faire un test AB sur une page web. Parce que ça veut dire que deux personnes qui connectent en même temps, ils n'ont pas le même prix. Ça, c'est interdit en France. Maintenant, tu as le droit d'augmenter tes prix et de changer d'avis et ensuite de le rebaisser. Mais tu peux pas avoir deux personnes qui t'appellent en même temps et elles ont un prix différent, tu vois. Ça n'a pas de sens. À moins que tu te délivres autre chose. Vaut mieux pas de client qu'un mauvais client. Un mauvais client, dans ton mindset, il ancre dans ton inconscient que les clients sont comme ça. Donc ton inconscient, il voit plus de clients, plus de comme ça. Donc il ne faut pas avoir plus de clients. Donc ton inconscient va te saboter. Je l'ai vu un million de fois. Hein. Une personne, elle prend un mauvais client et son chiffre d'affaires est divisé par 3. Parce que son cerveau se dit, s'il y en a plus, ils vont tous être comme ça, au secours. Donc je m'auto-sabote. Et ça se joue dans des petites phrases à chaque fois après, ça se cache. Hein. L'auto-sabotage, il se planque. On le trouve en général dans ce qu'on appelle la subcommunication. Tu dis une phrase et c'est ce qu'elle veut dire derrière en sous-texte, tu vois. Et l'auto-sabotage, c'est là qu'on le capte en général. Vraiment, un mauvais client plombe ton chiffre d'affaires. Et j'ai déjà vu des cas, et même nous, ça nous est déjà arrivé, on a un mauvais client, ça plombe le CA, on le rembourse et le ventre reparte, parce qu'on l'a foutu dehors. Jamais, jamais, jamais garder un mauvais client pour des raisons financières, c'est l'enfer. Il vaut mieux, si t'es un peu en galère financière, tu vois, faire de la presta pas trop chère, un peu sous-payé via des plateformes en ligne, etc. Où en fait t'as pas de relation avec le client parce qu'en fait tu délivres un service, point. Vaut mieux faire ça plutôt que de prendre un client chiant. Si tu as besoin de cash, trouve des moyens de faire du cash. Mais prends pas un client qui va t'emmerder et te pourrir le job que t'aimes et que t'as envie de faire. En one-one, non, jamais. Au contraire, en one-one, c'est moi qui suis chiant. Sur qui je dis oui, qui je dis pas oui. Mais j'en prends 2-3 dans l'année, tu vois. Donc, ils sont très proches de moi, donc ça, je fais ultra gaffe. Dans nos programmes, si moi j'ai un doute, maintenant ce que je fais, c'est que je soumets le cas client de façon aussi neutre que possible à l'équipe coaching, et c'est eux qui votent. Et c'est pas moi qui décide. Et s'ils me disent, Jérémy, cette personne-là, elle est pas chiante, c'est toi qui es relou là aujourd'hui, nous on va s'en occuper, il n'y a aucun problème. Ok, well, ce client peut rentrer. Si l'équipe coaching me dit, t'as raison, je le sens pas, cette personne ne la signe pas. Et maintenant, que ce soit les sales de l'équipe ou moi, quand il y a un doute, on va voir les coachs, on leur soumet le cas, c'est eux qui décident. Et ça, si vous avez un doute, ça c'est un truc qui marche bien, tu vois. C'est le client fait du forcing pour rentrer, toi tu le sens pas, tu dis que ça va être compliqué, tu lui fais signer une décharge de responsabilité avec toutes tes craintes. Si la personne elle signe quand même, elle t'emmerdera pas. Si la personne elle signe pas, c'est qu'elle comptait t'emmerder. Et donc faut pas le signer. Le prix fait partie de la relation. Le bon prix crée la posture et le cadre pour la bonne relation. Si c'est trop cher par rapport au client cible, ça nique ça. Ça casse la relation. Si c'est pas assez cher aussi. En fait, le prix est intimement lié à la relation. Trop cher, pas assez cher, à étiquette, par rapport à quoi, dans quel contexte, par rapport à qui. Si vous avez le bon prix pour la bonne personne, c'est sain dans la relation, sinon ça fout le bordel. T'as vendu sans passer par le téléphone En mode par message et tout, même des gros trucs. On a vendu 100% par écrit, des offres qui allaient de 7 € à 70 000 €, sans un appel. Le postulat de départ, c'est que j'aime pas téléphoner. Et j'aime pas téléphoner, c'est viscéral depuis toujours. Mes parents m'appellent pas, mes amis m'appellent pas, les gens m'envoient des messages. Et quand mon téléphone il sonne, je suis capable d'attendre que ça ait fini de sonner et d'envoyer un message à la personne pour lui dire qu'est-ce que tu veux. Genre vraiment le téléphone me fout des bouffées d'angoisse. Et donc quand j'ai voulu vendre des produits chers, tout le monde m'a dit il faut vendre au téléphone. Et j'ai dit non, pourquoi? Ah parce que c'est comme ça, les gens achètent pas cher sans téléphone. Qui a dit ça? Et en fait je me suis dit on peut challenger ce postulat, au pire quoi, tu vois. Au pire les gens ils me disent j'achète pas à ce prix-là sans téléphone. Ok. Et je me suis rendu compte que y avait toute la partie extravertie des humains qui, de toute façon, on te donne même pas 3 € si tu les as pas au téléphone, voire tu les rencontres en vrai. Et tu as toute la partie introvertie des humains qui se disent c'est vrai, je suis pas obligé de me coller 45 minutes d'appel de vente pour payer. Youpi. Et en fait, ces gens-là sont contents de ça. Et donc, j'utilise exactement le même procédé qu'une stratégie de vente classique, sauf que je fais tout par écrit. Donc, la personne, au lieu d'avoir un appel, elle va discuter avec moi sur Messenger, WhatsApp, où tu veux. Situation initiale, situation désirée, obstacle, volonté, pitch, tout comme du business classique, hein, sauf par message. Parce que moi, ça m'arrange, parce que les gens en face, souvent, ça les arrange, parce que ça fait fuir des gens qui de toute façon auraient voulu m'avoir 3 heures par semaine au téléphone et j'ai pas envie. Et c'est juste que j'accepte de renoncer à 20% des gens qui ont besoin du téléphone pour mon confort. Mais ça m'a jamais empêché de vendre cher. Parce que c'est une posture, parce que c'est une croyance, parce que c'est un état d'esprit. Et c'est vraiment exactement la même stratégie, mais par écrit. D'ailleurs, on a créé une formation qui s'appelle Vendre 100% par écrit, qu'on vend depuis des années, qui se vend encore très bien et que les gens ils adorent, quoi. Et exactement de la même façon, c'est une conversation écrite. La personne, elle te dit j'ai mal au pied. Depuis combien de temps? Est-ce que tu t'es cogné? Est-ce que tu as un problème structurel au genou? Est-ce que tu as déjà essayé de faire quelque chose pour soigner ton pied? Est-ce que tu t'es entraîné plus que d'habitude, c'est pour ça que tu as mal au pied? Est-ce que tu as mal au pied ou est-ce que c'est le genou en fait qui fait mal et c'est pas le pied?
Comme tu ferais au téléphone, tu peux faire exactement la même chose par message. Surtout que nous, on est des générations, on a l'habitude de chatter, que ce soit par WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, DM, tout ce que tu veux. On a l'habitude de ça, on discute que de ça tout le temps. Moi, ma femme, je connais pas son numéro de téléphone, parce qu'on s'écrit, on s'appelle pas. Donc c'est logique pour la plupart des gens d'avoir ce genre de niveau de conversation juste par écrit, quoi. Connecter avec des gens, les exposer à du contenu. Une fois par semaine, tu regardes ceux qui ont le plus interagi avec tes contenus, tu vas discuter avec eux. Pas discuter pour vendre un truc, discuter pour voir pourquoi ils ont autant liké et interagi. S'ils sont dans la cible, est-ce qu'ils ont un problème, est-ce qu'ils cherchent une solution, est-ce que tu peux les aider. Moi, mon grand truc, c'est donne d'abord beaucoup de valeur gratuitement en fait. Et moi, j'ai des bibliothèques de 20, 30, 50 ressources non diffusées que moi ou mon équipe on vient donner aux gens quand on vient leur écrire de nous-mêmes. Et donc en fait, c'est pas de la prospection parce que je démarche pas les gens pour vendre, je les démarche pour leur filer un truc gratuit. Et juste pour savoir quel est le bon truc gratuit pour eux. Et en fait, en faisant ça, je crée des relations qui plus tard deviendront des conversions. Relations avant transaction, toujours. Si la personne a conscience du problème, si elle a conscience qu'il existe des solutions, si elle me dit qu'elle cherche des solutions et qu'elle aimerait bien une solution payante pour aller plus vite que les solutions gratuites, je lui propose mon offre. Et ces questions-là, je les creuse en amont en discutant en fait. C'est toujours une question de niveau de conscience du marché par rapport au problème. Problem aware, solution aware, market aware. Et si la personne, elle est dans la cible, qu'elle a conscience du problème, qu'elle a conscience qu'il existe des solutions et qu'elle en cherche, c'est le moment de pitcher. Donc pitcher, proposer ton offre, c'est un message en fait. Écoute, je résous justement tel problème pour tel type de personne. J'ai l'impression que c'est exactement la situation dans laquelle tu es. Est-ce que ça te dit que je t'en dise plus? Oui, non. Si oui, voici mon offre. Sinon, ok, pas de problème. Ouais, tu demandes l'autorisation. Je demande toujours l'autorisation. Je demande l'autorisation de pitcher, je demande l'autorisation avant de challenger les gens sur une croyance, je demande l'autorisation avant de dégommer une objection qu'ils ont et qui me paraît débile parce que moi, dans mon expérience, elle est débile, de la leur, non. De toute façon, si je fais un truc qui n'est pas 100% naturel entre deux humains, et pitcher en fait partie, ou qui n'est pas très agréable pour la personne parce que je dois mettre à mal une croyance, je demande toujours l'autorisation. La personne peut ne pas avoir envie qu'on lui rentre dedans, pour une raison X, Y, Z qui la concerne, même si c'est pour la faire progresser, peut-être qu'elle n'a pas envie. Et si elle n'a pas envie, ben, je le fais pas en fait. Mais est-ce que dans ce que tu vois, j'ai l'impression qu'on devient pas un peu autiste sur les... Mais si, mais les gens me disent ouais, je sais pas quoi dire en message. Bah, je sais pas, si t'écris à un pote à toi, tu écris quoi? Si t'écris à ta mère, si t'écris à un ami. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et vraiment, j'ai vu des trucs où alors bonjour, j'ai vu que tu étais. Non, personne écrit ça comme ça. Personne parle aux gens comme ça. Oui, je cherche 3 personnes avant tel... Non, 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 ça tu peux le mettre dans un email, dans une newsletter, dans une vidéo YouTube à la rigueur si t'as envie. Mais quand on envoie un message à quelqu'un, envoie-le comme si t'écrivais à ton pote. Et moi, pendant longtemps, quand c'était encore moi qui corrigeais ça chez les clients, tu vois, ils me montraient un truc, et c'était hyper copyrighté, machin. Est-ce que t'enverrais ça à ta mère? Bah non, certainement pas. Et bah, l'envoie pas à un humain, en fait. Et le problème, c'est qu'on veut écrire des messages ou parler dans des appels, comme on fait des newsletters, des vidéos, des posts LinkedIn. Et en fait, quand on enlève tout le copywriting et toute la prosodie de créateurs de contenu, et quand c'est un humain qui parle à un humain, en fait, c'est une conversation normale. Et on l'a vu, et c'est pour ça qu'on a changé le format de ces vidéos. Quand je parle à la caméra, je parle d'une façon très chelou, très scénarisée de youtubeur, alors que quand je te parle à toi qui est derrière la caméra, bah en fait, on a des vidéos stylées. Vendre par écrit, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas difficile, c'est juste une histoire de posture et de croyance. On nous a toujours dit qu'on devait vendre au téléphone, alors qu'en fait non, on peut vendre par écrit. C'est vrai que le niveau de proximité au téléphone, il est plus rapide et plus facile, hein, c'est sûr et certain. Et donc c'est plus long de vendre par écrit, il y a des gens à qui ça conviendra pas. Et plus le prix monte, plus ce sera difficile et plus ce sera long. Mais c'est possible, surtout sur toute la population qui est introvertie et qui ne peut pas piffer les appels téléphoniques comme moi, quoi. Moi, tu essaies de me closer en m'ayant au téléphone, c'est fini. C'est mort, ça marche pas. Donc si vous voulez vendre 100% par écrit, c'est possible, c'est juste dans votre tête. Règle de Jérémy, quand quelqu'un veut te donner de l'argent, tu dis oui, tu encaisses et tu avises ensuite. Tu sais pas faire, machin, tu apprendras. Quand tu as quelqu'un qui est qualifié et qui veut donner de l'argent, tu dis oui et tu te poses les questions après. C'est comme, tu sais, taper d'abord, demande après. Ben, tu as la version civilisée, c'est encaisse d'abord, pose des questions après. Et fais-toi confiance pour être un professionnel qui est capable de délivrer. Et au pire, si tu as encaissé trop vite et que tu n'aurais pas dû, bah, tu rembourses. Mais ne lui laisse pas changer d'avis. La personne veut donner de l'argent. Oui, donne l'argent à moi. Pas de problème. Il y a trop moyen de se déchauffer. Tu t'es déjà déchauffé, toi, sur des trucs que tu devais acheter? Ouais, plein de fois. Je me suis déjà déchauffé sur des trucs parce que j'ai commencé à rationaliser. Mais sauf que au lieu de... si la personne m'avait encaissé tout de suite, j'aurais post-rationalisé pourquoi j'ai bien fait d'acheter. Et vu qu'elle m'a pas encaissé tout de suite, j'ai post-rationalisé pourquoi finalement c'était peut-être pas une si bonne raison de ça que d'acheter. En vrai, il s'était rien passé de différent. C'est juste que je commence à cogiter. Et comme tous les humains de la Terre, quand on cogite, c'est pas bon. Ça marche pas bien en général. Quand tu veux prendre ce genre de décision, il faut les prendre vite. Il n'y aura pas de regrets en général. Ouais.
Surtout sur des... Enfin, c'est toujours une question de combien t'engages financièrement par rapport à la taille de ton entreprise et par rapport au temps depuis lequel tu réfléchis vraiment. T'as des personnes des fois qui viennent chez nous et qui disent, une fois qu'on les a pitchés, j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Moi je les laisse, hein. Un jour, 2 jours, 7 jours, s'ils veulent réfléchir, c'est pas un problème. Mais la réalité, c'est que ça fait 6 mois qu'ils réfléchissent avant d'arriver au téléphone avec nous. Là, ils ont besoin de réfléchir à notre offre, mais en vrai, ils pourraient y réfléchir avec nous à ça. Parce que le problème et le fait de vouloir le régler, ça fait 6 mois qu'ils y réfléchissent, c'est pour ça qu'ils sont arrivés chez nous. Donc c'est toujours pareil, tu réfléchis à quoi, à combien de temps, par rapport à quoi. Tu me dis, j'ai besoin de prendre 24 heures pour prendre ce genre de décision parce que j'aime pas les prendre sous le coup de l'émotion face à la personne, parce que j'ose pas dire non d'habitude. Ouais, t'as raison, raccroche, prends 24 heures, on se rappelle. Aucun problème. Mais faut pas que ça devienne une excuse à post-rationaliser et à pas prendre la bonne décision, tu vois. Et moi, j'ai jamais regretté une décision rapide. Attention, rapide, c'est pas impulsif. C'est j'ai réfléchi longtemps au problème et à la solution, et quand je trouve l'offre, j'achète l'offre de façon impulsive. Mais parce que elle coche des cases, tu vois. J'ai jamais regretté une décision rapide, j'ai souvent regretté des non-décisions. Je finis toujours par trouver un truc qui justifie le prix que j'ai payé. C'est, même si, imaginons, je mets, je sais pas, 50 000 dans un mastermind, à mon niveau ça a du sens, au niveau de gens qui nous regardent, peut-être pas autant, hein. Foncièrement, je vais forcément trouver au moins un petit truc de 10 minutes qui va me faire avoir une action différente qui va rentabiliser ces 50 000. À mon niveau d'entreprise. Pour les personnes qui nous regardent, c'est pareil pour un truc à 1000 ou à 5000. Si tu trouves une phrase qui te fait changer un truc, qui te fait rentabiliser, ça valait le coup. À l'époque, Sam Ovens faisait un mastermind. J'aurais pu y aller, je me suis déchauffé, j'y suis pas allé. J'ai pas été dans le mastermind de Sam Ovens, Quantum, avant qu'il l'arrête. C'est un regret que j'aurai toujours parce qu'apparemment c'était un truc extraordinaire, c'était trop cool. Il y avait des gens extra. En plus de ça, tous ceux de la fin des derniers masterminds, ils ont pu investir dans School. Probablement que je l'aurais fait si j'avais été là, j'ai jamais eu cette opportunité. Ouais, tu vois, ça fait partie des trucs, c'est pas grave. J'ai pris la décision que j'ai prise avec l'asymétrie d'informations, tu vois, avec les informations que j'avais à l'époque. Mais je me dis quand même, ça aurait été bien, quoi. Et pourquoi tu avais refusé à l'époque? Parce que je me suis dit que c'était pas le bon moment, que c'était trop cher, que j'en avais pas besoin. Enfin, tous les post-rationalisations habituelles quand il s'agit d'investir sur soi. Et foncièrement, ça m'a pas empêché de réussir. Enfin, réussir, tu vois, ça m'a pas empêché d'avoir une trajectoire cool, tu vois, professionnellement. Mais j'ai loupé un truc. Et peut-être que j'aurais pas eu plus de résultats que maintenant en y étant allé, hein. Attention. Mais j'aurais vécu un truc que je pourrais plus vivre. Et c'est dommage. Aujourd'hui, avec les informations que j'ai aujourd'hui, je privilégie maintenant toujours les expériences. C'est en gros, je me dis pas, est-ce que je vais gagner absolument à y être? Est-ce que c'est possible que dans 5 ans, je regrette de pas y être allé? Si oui, il vaut mieux y aller et se dire, bon, tant pis, c'était nul. En fait, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je préfère faire un truc et me dire, en fait, c'était à chier, plutôt que pas faire un truc et me demander pendant les 10 ans qui vont suivre, ah putain, si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Et aujourd'hui, j'ai cette philosophie-là. Je préfère décider vite et faire une connerie et au pire, j'ai d'en tirer une leçon, plutôt que de pas décider et de me demander tout le reste de ma vie, ah si je l'avais décidé, qu'est-ce qui se serait passé? Surtout que de l'argent, si tu l'as perdu entre guillemets parce que tu as acheté un truc et finalement c'était pourri, ça peut arriver, hein. Ben ça se refait de l'argent. Alors qu'une opportunité manquée, elle est manquée. Tous les masterminds dans lesquels je suis actuellement, que ce soit Mastermind Entreprendre avec Gérald Faure, que ce soit Ikigai, d'où c'est Alec, tous les trucs un peu cool que j'ai fait où j'ai rencontré plein de gens, c'est toujours des opportunités qui sont passées vraiment en une seconde, quoi. On m'envoie un message, on me dit je fais ça, t'en es? Ouais. Pas réfléchir, ouais. Ça a l'air cool. Et puis si ça l'est pas, tant pis. Mais au moins j'ai dit oui. Et les plus grosses interviews que j'ai fait, les plus belles rencontres que j'ai fait, les dîners les plus cools que j'ai fait, les meilleures rencontres, c'est toujours des trucs comme ça. Attention, professionnellement, tu vois, à titre personnel, ma vie n'a pas forcément été comme ça, mais en pro, les décisions rapides ont toujours été les meilleures. Et des trucs que j'ai voulu réfléchir pendant 3 mois. En fait, c'est comprendre que je suis pas Elon Musk, j'envoie pas des putains de fusées sur la Lune, donc en fait, il n'y a rien dans mon business qui nécessite que j'y pense pendant 3 mois. Il y a 3 décisions qu'il faut mûrir extrêmement longtemps dans la vie, je pense. Où tu vas habiter, avec qui et à quoi tu vas occuper ton existence. Tout le reste, on s'en fout. Et je disais il y a pas longtemps à un pote, aucune décision sur Terre n'est irréversible sauf faire un enfant. Donc fais pas d'enfant trop vite, mais ça correspond à avec qui, hein, justement. Tout le reste, tu s'en fous. Et je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait ouais, je n'ose pas lancer cette offre parce que et si je regrette, qu'est-ce que je fais? Je l'ai vendue. Tu rembourses tout le monde et t'annules. Il y a Vanessa Lowe qui l'a fait l'année dernière, c'est une grosse créatrice YouTube. Elle a fait un méga lancement sur un méga mastermind et au bout d'une semaine, elle a fait une espèce de mini burn-out, crise existentielle. Elle a décidé que ça lui convenait plus, la vie qu'elle était en train de mener. Elle a remboursé tout le monde, elle a fermé, elle a shut down tous ses réseaux sociaux, elle est partie faire un an de sabbatique, là, elle vient de revenir. Et elle a l'air super heureuse de l'avoir fait. Bon bah, rien n'est irréversible. T'as un temps limité de temps sur Terre. Et si tu l'as mal utilisé, tant pis pour toi. Par contre, t'as pas une somme limitée d'argent sur Terre et si tu l'as mal utilisé, tant pis. L'argent, si tu l'as mal utilisé, c'est pas grave, tu l'utiliseras mieux la prochaine fois, quoi. Enfin, il y en aura d'autres de l'argent. T'as 2 types de personnes au niveau des décisions. T'as ceux qui valorisent leur argent et t'as ceux qui valorisent leur temps. Ceux qui valorisent leur argent, ils crament du temps pour économiser de l'argent. Je vais essayer seul. Je vais y passer 6 mois, je veux pas forcément mieux réussir, mais j'ai pas dépensé d'argent. Et t'as ceux qui valorisent leur temps plutôt que leur argent. Et ceux-là, ils vont dire, si je peux te filer
5, 10, 15 000 pour que ça aille 3 mois plus vite, 6 mois plus vite, 12 mois plus vite, ça vaut largement le coup. Moi, forcément, je travaille mieux avec les gens qui valorisent leur temps. Mais parce que c'est aussi ma philosophie, tu vois. Je paye pour gagner du temps. Je paye pas pour qu'on me donne les solutions. Je paye pour que ça aille plus vite. Je paye pour compresser le temps où j'arrive à faire quelque chose. Tu as toujours pensé comme ça, ou il y a un moment où tu as shifté? Au début, Quand tu arrêtes de chercher la réponse avec un quoi et que tu cherches la réponse avec un qui, tout va plus vite. Au lieu de chercher quoi faire et comment l'apprendre, je cherche qui l'a déjà fait et peut me montrer. Et c'est en lisant un bouquin, je me demande si c'est pas Dan Sullivan, c'est Who, Not How. Et en gros, c'est qui, pas comment. Et quand j'ai commencé à développer ça dans mon business, on a eu une accélération qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Parce qu'en fait, on a arrêté d'essayer d'être intelligent, on a arrêté de chercher des solutions. Et moi, il y a des gens de mon équipe qui me disaient oh, mais si tu me payes pas pour trouver les solutions, à quoi je sers? Je te paye pour que tu ailles rencontrer les personnes, pour apprendre les solutions, pour que tu viennes ensuite les implémenter avec eux dans l'entreprise. Et pour que moi, j'ai pas à le faire. En fait, je te paye pour gagner du temps. Et parce que je peux pas être partout. Donc je prends des gens qui sont déjà bons dans un domaine, je les mets au contact de gens encore meilleurs qui font du consulting, et je leur dis viens faire ça chez moi. Exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Je faisais déjà un peu des vidéos YouTube, mais je suis pas le meilleur des meilleurs, de très loin pas. On a discuté ensemble, et aujourd'hui, je te fais aller dans un mastermind pour que tu progresses encore plus vite et pour que tu appliques encore plus de trucs chez moi. Et en plus, toi, tu as tout à y gagner puisque tu apprends aussi pour toi-même et tes autres clients. Et tout le monde est content, tout le monde progresse. Hein. Moi, ça m'arrange. Et moi, je peux pas être dans 12 masterminds à la fois, mais il y en a 12 que je trouve intéressants. Donc en fait, j'envoie des gens, j'envoie des émissaires. Et ils sont très contents d'y aller, je leur paye des trucs cool. Et moi, j'y gagne en fait. Parce que derrière moi, il y a des trucs qui sont implémentés dans mon entreprise sans que j'ai à y passer des plombes de temps. Et ça tombe bien, c'est du temps que je passe avec ma femme, avec mon fils, ou à faire la sieste devant South Park. Parce que j'aime bien faire ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens sur Terre, ils ont 80 ans, ils sont 115. Et moi, j'ai 35 ans et à l'intérieur, j'en ai 80, je pense. je me lève à 4 heures, j'ai envie de me coucher à 19 heures, je mange tôt, j'ai envie de faire la sieste souvent. Non, moi, en fait, je suis déjà vieux, de toute façon. Vous avez vu les nouvelles vidéos, c'est moi qui discute avec Baptiste derrière la caméra. Continuez à nous dire si vous trouvez ça cool, jusqu'à présent, ça avait l'air d'être le cas. On essaie de faire des vidéos un peu plus format conversationnel et en général, c'est un peu plus cool. À plus.